Bonjour à tous, ici c'est MathDev et dans ce cours nous allons voir tout ce qu'il y a en amont de la programmation pure, donc du codage, c'est-à-dire la préparation du projet depuis son départ. Ainsi que on va voir quelques outils qui vont permettre d'aider à la réalisation justement de toutes ces tâches qu'il y a à faire en amont. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il existe bien entendu beaucoup de méthodes différentes, beaucoup de workflows, qu'on appelle ça, beaucoup on va dire, de philosophie de travail, on va dire. Moi, à titre personnel, j'ai une petite préférence pour utiliser, par exemple, sur le site Trello.com, le système de tableau Kanban, enfin, la méthode Kanban, qui consiste à faire des tableaux avec les différentes tâches. Donc généralement, on peut en rajouter, mais il y en a trois de base qui est à faire en cours et terminé. De me créer en fait la liste des tâches à faire et par exemple là on a encore rien commencé donc c'est à faire. Quand on commencera, par exemple, on fait glisser, on met dans en cours et quand c'est terminé, ben on met dans terminé. Alors ça sert à la fois à s'organiser. Alors bien entendu, lorsque vous êtes sur des petits projets, que vous êtes tout seul, c'est pas forcément nécessaire, bien que même seul, c'est quand même utile, ça vous permet de ne pas oublier des fois certains détails, ça permet de vous organiser tout simplement, donc, et de voir l'évolution, de voir où vous en êtes, etc. Mais c'est surtout utile ça quand vous travaillez à plusieurs, car vous pouvez bien entendu, c'est un site qui permet des espaces de travail, collectifs, donc quand vous êtes à plusieurs développeurs, vous pouvez aussi par exemple là j'ai mis des tâches, comme je suis tout seul, elles sont toutes pour moi, mais je peux attribuer, les tâches en fait aux différentes personnes, en disant que lui va s'occuper de ça, un tel va s'occuper de ça, l'autre il va finir ça et chacun, pourra gérer et mettre là où il en est en fait et on peut surveiller, quand je dis surveiller au sens, positive de la chose, c'est-à-dire voir où on en est pour pouvoir s'organiser au mieux. Donc, le premier outil que je vous présente, c'est donc ça, c'est un site qui s'appelle Trello.com. Pareil, je vous invite à le mettre en favori. Alors c'est très simple, hein, là j'en ai déjà créé, mais si vous voulez, on va faire démonstration. Vous faites choisir, ajouter une carte, vous lui mettez un titre, donc je sais pas, vous mettez à faire coder le HTML. Alors il faudra être beaucoup plus précis, faire des cartes qui détaillent plus, parce que coder le HTML, c'est déjà une grande tâche. Mais bon, vous allez comprendre, on va faire des micro-tâches à l'intérieur comme ici. Et de toute façon, pour la démonstration, on va mettre ça. Donc on fait ajouter une carte. Pardon, faire. Et dans cette carte, après, en cliquant dessus, on peut l'éditer, quoi. Donc on peut mettre une description, par exemple, préciser exactement quel code HTML, etc. On peut mettre les membres. Vous voyez, c'est ici qu'on peut dire quel membre va s'occuper de faire cette tâche. On peut rajouter des étiquettes, des checklists, des dates. Par exemple, pour dire, si vous voulez vraiment organiser dans le temps, disons, bah, de telle date à telle date, il va falloir faire ça, avec une date de fin, une date de début, une date de fin. On peut éventuellement mettre des pièces jointes, par exemple, supposons que la tâche qu'il y aurait à faire, ce serait pas coder le HTML, mais ce serait, par exemple, de faire du temps, s'occuper du design du site et de devoir ajouter des photos, par exemple. Donc, on pourrait éventuellement joindre en pièce jointe les photos, les images qu'il y a utilisées pour cette tâche-là. Et par exemple, si on veut faire une checklist, donc on pourrait éventuellement prendre leur titre, mettre un titre. Donc on est dans une tâche qui s'appelle coder HTML. Mais on pourrait faire des sous-tâches, c'est-à-dire dans le HTML, faire d'abord coder, ben, commencer, je sais pas, par exemple, par le header. Alors, là, je pourrais préciser, hein, je dis des trucs complètement au hasard, car en réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Ajouter, on va mettre sous-tâche, enregistrer, et là on va ajouter des éléments. Et donc là on va remodifier celui-là, on va mettre, c'est ici qu'il y aura le header, et ici on va mettre coder le body, et on va faire ajouter coder le footer.
bien, c'est vraiment juste pour la démo. Bien entendu, par exemple, vous voyez comment ça se passe. On a ajouté donc notre tâche. Admettons, on est en cours. On voit qu'on a trois sous-tâches à réaliser. Et il y en a encore zéro qui a été faite. Et en fait, au fur et à mesure qu'on les réalise, admettons que je viens de finir de coder UDR, je peux cocher. Une fois que ça c'est fait, pareil pour le body, ainsi de suite. Et une fois que les trois sont cochés, ben, on voit que 100% toute la tâche a été réalisée. Et vous voyez, ça passe du coup en vert en 3 sur 3. Et on peut considérer que la tâche est donc terminée et on peut la faire glisser ici. Donc, on va supprimer cette tâche voilà, et on va retourner donc à notre tableau de départ. Donc, moi, j'ai fait par exemple des tâches là qui va concerner la vidéo d'aujourd'hui, autrement dit de ce dont je dois vous parler. Donc, on va parler des user stories, on va parler du zoning, du wireframe, des mockups et du prototype. Mais avant ça, il va falloir que je vous explique comment on s'organise, c'est-à-dire les tâches qu'il y a à faire même avant cela. Alors souvent, c'est réalisé par le chef de projet ou des fois ce qu'on appelle l'UI ou l'UX. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes souvent, quand vous travaillez, je parle vraiment avec une grosse équipe où chacun a son rôle. Euh, il y a des personnes qui vont s'occuper d'aller voir les clients et d'aller voir avec eux tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et après, qui vous transmettront tout ça et vous n'aurez plus qu'à coder en suivant leurs instructions. Dans certains cas. Mais dans d'autres cas, si vous êtes tout seul, surtout si vous vous mettez à votre compte et que vous devez tout faire de A à Z, ben, il y a des choses que, avant de coder, que vous allez devoir savoir, c'est-à-dire quoi demander, quoi voir avec votre client. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et aussi, surtout, la grosse partie qui concerne le maquettage de site. Voilà. Donc, avant de commencer toute la partie maquettage de site, on va voir tout ce qu'il faut faire quand vous allez voir votre client, qu'est-ce qu'il faut définir. Ben, c'est très simple. Déjà, il faut définir les différents acteurs du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un chef d'équipe? Est-ce qu'il y a des sponsors? Le client? C'est-à-dire les parties prenantes? Votre équipe? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez d'autres personnes avec qui travailler? Et même dans les parties prenantes, on peut retrouver le sponsor, le chef d'équipe, etc. Mais il y aura aussi en plus les clients et les utilisateurs, enfin le client et les utilisateurs du site après de la solution finale. Et donc, il va falloir déjà définir tous les acteurs en fait qui vont rentrer en compte dans le projet. Il va falloir définir les contraintes, c'est-à-dire le coût. Alors généralement, c'est en trois grosses catégories. On peut en rajouter bien entendu, mais la plupart du temps, on met le coût, les délais et la qualité et comment elles interagissent entre elles. Exemple tout simple, imaginons qu'un client vous dit, écoutez, moi il me faut un site, mais hyper rapidement, il me le faut pour fin de semaine, admettons qu'il reste 3 jours, bah, vous comprendrez bien que si vous devez faire un travail assez rapide, la qualité ne sera peut-être pas optimum. Donc, c'est pour ça, il faut voir qu'en fonction des délais, il y aura peut-être une qualité amoindrie, et des coûts aussi bah, moins élevés peut-être, ou inversement. Et en fait, il y a tout un tas de contraintes comme ça à voir et voir comment elles affectent l'une ou l'autre. Parce que généralement, euh, selon les- le coût, par exemple, ça va impacter ben, sur la qualité et les délais, forcément. Ensuite, il faut établir, bien entendu, une charte en fait qui reprend plus ou moins tout ça, c'est-à-dire qui va vraiment définir tout, ouais, le coût, la qualité, les délais, les sponsors, les personnes, tout ça, euh, et encore plein d'autres choses, bien entendu. Ensuite, justement, quand vous êtes chez votre client, il va falloir que vous lui demandiez en fait bon, son logo, s'il a déjà des photos, des images, déjà l'utilité, à quoi va servir le site. Est-ce que c'est un site statique vitrine qui sert juste à montrer sa présence et ainsi que les utilisateurs pourront trouver les coordonnées pour le joindre ou se rendre sur place? Ou est-ce que ça va être un site de e-commerce où les gens pourront commander, acheter, éventuellement peut-être même avoir un espace personnel pour mettre en vente leurs propres produits? Est-ce que ça va être un site, en fait, comment dire ça, un peu, on va dire un jeu où les personnes interagissent beaucoup et devront faire pas mal d'actions? Est-ce que ça va être comme par exemple un réseau social? Donc en fait, tout dépend en fait du client de ce qu'il veut. Donc tout ça, il va falloir le déterminer avec lui. Alors, ça peut paraître évident et logique,
certes, mais il faut penser justement à lui demander un certain nombre de renseignements euh, pour pouvoir après commencer à faire un plan d'action euh, correct, qui va correspondre le plus possible aux besoins. Et donc, pareil, il va falloir lui demander éventuellement les coordonnées de certains de ses clients, s'il les connaît, afin peut-être de les contacter pour savoir qu'est-ce qu'ils attendraient du site, comment ils voudraient que ce soit, par exemple, que ce soit plus ou moins assez facile à comprendre, intuitif, avec pas trop surchargé, ou est-ce qu'ils préféraient au contraire que, par exemple, sur la page d'accueil, on puisse tout trouver, tout ce dont ils ont besoin. Donc voilà, c'est des tas de choses comme ça. Après, bien entendu, il y a aussi l'expérience qui permet de, de, de savoir plus ou moins déjà sans demander les sites qui vont le mieux fonctionner et ce que les utilisateurs préfèrent, puisque au jour d'aujourd'hui, avec Internet qui est là présent depuis bien un bon moment, avec le nombre de sites d'Internet qui sont extrêmement nombreux, on a assez de recul pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Bien entendu, des fois les modes changent, les choses évoluent, mais d'une manière générale, on arrive plus ou moins à savoir comment un site doit être conçu. Après, ça dépend aussi comme dit, du domaine, du secteur, de l'utilité de la chose, etc. Bref, et maintenant, une fois que vous avez été donc chez votre client, que vous lui avez donné tous les renseignements, il va falloir faire une première chose, c'est une user story. Pour commencer à faire une user story, la première étape, ça va déjà être de faire des personas. Alors, qu'est-ce que ce sont des personas? Ce sont des personnages imaginaires que vous allez créer qui vont représenter, par exemple, les différents ce que les différents utilisateurs du site. Autrement dit, ça va déjà le votre client, donc l'entreprise peut-être éventuellement pour laquelle vous allez produire le site. Ça va être l'utilisateur final, autrement dit peut-être les clients de votre client euh, et euh, et plusieurs personnes. Pour vous donner un exemple très concret, ça sera beaucoup plus simple. Je vais vous donner euh, un exemple de deux personas. Donc, vous voyez, vous créerez des petites fiches comme ça, vous mettrez une photo au hasard. Alors, il existe des sites où vous pouvez trouver des... Par exemple, ces personnes n'existent pas vraiment, elles sont produites par un logiciel qui mélange plein de genres, plein de photos, plein de visages pour en recréer un. Bref. Ou alors simplement, des fois, vous trouvez sur Internet des images libres de droit. Donc voilà. Vous pouvez prendre une image pour représenter la personne. Vous lui mettez un nom, prénom, son âge, etc. Ouais, sa personnalité, son profil, et vous mettez par exemple son objectif. Donc par exemple, son objectif, c'est d'être informé. Admettons que on parte sur le principe d'un site. Votre client, c'est une agence de voyage et il aimerait que vous fassiez un site internet justement pour que, euh, voilà, lui, ben, par exemple, on va dire que lui, c'est le patron. Et lui, en fait, justement, en tant qu'agence de voyage, qu'est-ce qu'il attend du site? Ben, c'est d'obtenir plus de clients, quoi, d'améliorer ses offres. Euh, En fait, le problème, qu'est-ce qu'il doit résoudre? Qu'est-ce que le produit doit résoudre comme problème? Bah, c'est-à-dire que c'est surtout d'avoir la visite, de se faire connaître en fait. Permet de voir permet de voir sa visibilité et les offres concurrents. Euh, alors, et par exemple, là, résolu par le produit, c'est devenir membre permet de recevoir des notifications lors de nouvelles publications. En fait, cette utilisatrice, par exemple, son objectif, ce qu'elle attendrait d'un site, ce serait de pouvoir de recevoir justement des notifications qui l'informent régulièrement des nouveaux séjours. Donc, parce que c'est ça qu'elle veut. Son objectif, c'est d'être informée. Et donc, vous voyez, vous pouvez créer, par exemple, vous pouvez en créer autant que vous voulez pour votre projet, hein, qui vont permettre de réaliser l'user story, qui se présente de la manière suivante. Donc, donc on va prendre, donc ça c'était la première, hein, la fille là, qui s'appelle Elodie. User story, ça se structure toujours avec trois étapes. Ça commence toujours en tant que Elodie, je veux pouvoir consulter. Alors, en tant que,
Ensuite, je veux, donc qu'est-ce qu'on attend? Pouvoir consulter les offres de séjour et toujours dans quel but? Afin d'avoir des idées de séjour. Par exemple, en tant qu'Elodie, je veux pouvoir recevoir des notifications pour ne rater aucune annonce de séjour. En tant qu'Elodie, je veux pouvoir contacter l'agence de voyage afin de demander des renseignements ou de réserver un séjour. En tant qu'Elodie, je veux pouvoir me connecter au site en tant que membre afin de laisser des commentaires, par exemple, vous voyez? Donc ça, c'est une user story, mais du point de vue d'une d'une utilisatrice, d'une cliente. Maintenant, du point de vue, par exemple, de votre client, c'est-à-dire le commanditaire du site, de l'agence de voyage, en tant qu'Alain, je veux obtenir plus de visibilité et de clients afin de pérenniser mon activité. En tant qu'Alain, je veux pouvoir être en contact avec les prospects et les clients. En tant qu'Alain, je veux pouvoir fidéliser ma clientèle et les informer de nouveaux séjours. Et enfin, on a un troisième que je vous ai pas montré dans la photo, mais par exemple, en tant que marque, je veux obtenir plus de visibilité et de clients pour mon hôtel-restaurant. Alors Marc, en tant que personne, lui c'est le patron de l'agence de voyage, mais Marc c'est le patron d'un hôtel, autrement dit d'une des destinations de séjour. Et donc Marc, lui, c'est aussi un intervenant puisque il a envie de figurer sur ce site. Il travaille avec Alain qui envoie justement ben, ses clients vers son hôtel et d'autres aussi, mais entre autres le sien. Et donc en tant que marque, lui, il veut obtenir aussi plus de visibilité de clients pour son hôtel. En tant que marque, je veux voir et comparer mes offres avec celles de mes concurrents. Donc là, c'est ce qui va pouvoir. Ce site va pouvoir permettre ça, puisque il y aura aussi les annonces ben, des autres hôtels, des autres destinations. En tant que marque, je veux améliorer mes offres afin de satisfaire au mieux mes clients, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, vous faites en fait, vous mettez vous créez des personas et ensuite vous vous mettez à leur place. Et vous vous imaginez en fait, euh, si vous étiez patron d'hôtel, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendriez d'un site? Si vous étiez patron d'une agence de voyage, qu'est-ce que vous attendriez d'un site? Et en tant qu'utilisatrice, que cliente finale, qu'est-ce que vous attendez du site en fait? Et à chaque fois, vous le mettez. Et donc, c'est toujours bien de préciser qu'en tant que, qu'est-ce qu'on veut, dans quelle fin, dans quel but. Voilà. Donc voilà comment se présente une user story. Donc je récapitule vite fait. Création de persona. Vous pouvez en créer 3, 4, 5, 6. Mais disons qu'il faudrait au minimum 3. Voilà. Ensuite, bah, vous rédigez votre user story en vous mettant à leur place et toujours en commençant par en tant que je veux afin de. Très bien. Euh, et voilà, une fois que vous avez créé votre user story, donc là, vous voyez, pour reprendre le petit exemple, nous venons de parler des user stories, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, comment ça fonctionne. J'avais oublié de le mettre en cours, mais et maintenant elle est finie, donc je vais la mettre dans terminé. Qu'est-ce que faire du zoning et surtout comment? Alors là, pareil, il existe différents outils pour pouvoir faire du zoning. Moi, ce que je vous recommande, c'est Figma. Pourquoi? Alors, la liste qui existe aussi, c'est par exemple, vous pouvez utiliser Adobe XD, qui est très connu, très utilisé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Adobe XD propose une offre d'essai gratuite pendant un certain temps et après, c'est payant. Tandis que Figma propose en fait d'office, au départ, vous allez avoir à choisir euh, deux formules, une gratuite, une payante. Mais la gratuite n'a pas de limitation de durée en fait. Elle aura des limitations en nombre euh, de projets que vous pouvez faire, etc. Mais dans un premier temps, étant donné que vous êtes en cours de formation, pour vous entraîner, c'est largement suffisant. Quand vous serez professionnel, si vous travaillez pour une entreprise, ben, ça sera à ses frais, donc pareil, c'est l'entreprise qui paiera. Et si vous vous mettez à votre compte, par contre, il faudra souscrire une offre car vous en aurez besoin, tout simplement. Alors, bien entendu, c'est pas très cher. Voici les deux offres qu'ils proposent. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2023, février 2023.
Donc, vous avez une offre professionnelle qui est de 12 euros par mois. Alors, ouais, ça dépend. Ouais, pour le Figma et 3 euros par mois pour le Figma. Ça, je vous expliquerai après ce que c'est. Et vous voyez, quand vous souscrivez à un abonnement, on va dire, allez, vous en avez pour 15 euros par mois. En tant que professionnel, c'est pas grand-chose. Vous avez tout limité. Tandis que si vous prenez l'offre gratuite, vous allez être limité, par exemple, à trois designs, à trois fichiers de design. Pareil pour les feed et en fait, vous êtes limité à un seul projet en réalité. L'autre raison pourquoi utiliser Figma, c'est parce que elle propose un tas d'outils. Enfin, c'est vraiment très facile d'utilisation. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de faire un new design. Et quand vous arrivez là-dedans, vous avez différentes options. Et la première à faire, ça va être de créer une frame. Alors, il y a plusieurs options. Quand vous cliquez dessus, soit vous choisissez une frame déjà préétablie. Par exemple, ils vous donnent des exemples. Ils vous disent si vous voulez représenter un iPhone 14 avec ces dimensions-là, si vous cliquez, vous voyez, ça va tout de suite vous donner. euh, alors, il faut s'imaginer que ça, c'est la taille de l'écran. Ça va être l'apparence du site qu'aura sur un iPhone 14. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser une taille déjà préétablie, vous pouvez la déterminer comme ça avec la souris. Et d'ailleurs, même après, une fois qu'elle est faite, vous voyez, sur la droite, vous pouvez régler en fait sa taille. Vous pouvez lui dire qu'elle fait, je sais pas moi, 1990 de largeur sur, je sais pas moi, 900 de hauteur. Et donc, en fait, il faut maintenant s'imaginer, on va dire que vous créez un site et on va imaginer que ça c'est la taille de l'écran de votre ordinateur. Très bien. Ensuite, vous pouvez déterminer la couleur de fond, enfin des tas de trucs. Mais pour l'instant, pour la frame, le mieux c'est de laisser comme ça dans un premier temps. Et donc, nous avons dit que nous allons créer ce qu'on appelle le zoning. Donc le zoning, c'est de faire des représentations de votre site, mais des différents blocs du site, mais de façon très abstraite, juste pour avoir une idée en fait euh, de l'emplacement, de la structure. Alors comment se faire? Vous pouvez créer des calques et par exemple, pareil, ben, vous pouvez en fait aller après partir de là qui va se terminer ici. Alors on pourrait faire un truc par exemple, comme ça. Très bien. On va lui mettre la couleur là, c'est très bien. On va en dessiner un deuxième qui va par exemple. Ouais, j'aurais dû partir de là. Par contre, on va lui changer la couleur pour qu'on le voie, l'identifie mieux par rapport à l'autre. On va peut-être un peu l'agrandir. Voilà. Ensuite, alors je vous explique après ce que je fais. Déjà, vous voyez, là-haut, ça sert à dessiner des formes. Ça peut être des lignes, des ronds, des différentes formes. Pour l'instant, je fais des rectangles, tout simple. Ce que j'ai utilisé avant pour faire une frame, donc c'est pour faire représenter l'écran, une image. Là, pour l'instant, on en est à la création de formes pour après, par exemple, on peut se représenter, on va dire qu'ici, on aura, euh, on va le faire un peu moins grand pour pouvoir laisser de la place pour le footer. On va pouvoir éventuellement dire qu'ici, on aura, qui va prendre un peu plus de place, voilà. C'est pas, par exemple, pareil, rectangle, on va en faire un qui part de là, hein. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est en texte préciser bien entendu ce que c'est. Par exemple, dire qu'ici ça va être la barre de navigation, navbar. Alors, non. euh, ah oui. euh,
Et en fait, à chaque fois quand vous avez un élément, vous pouvez sélectionner où c'est que vous voulez qu'il apparaisse par rapport. C'est toujours pareil. Il faut imaginer les blocs, par exemple, parents et le bloc enfant, c'est-à-dire celui qui est dedans. Alors, après, il faut les assembler et tout, mais bon, on verra ça après. Après, on peut imaginer qu'ici, on va dire qu'on va mettre une image. Euh, Après, ici, on peut dire que ça va être la zone principale avec, je sais pas, les articles. Ici, on peut éventuellement dire que on a un calendrier. C'est bien. Pareil, pareil. Hein, on va laisser pour l'instant. Et on peut dire, par exemple, ici, c'est le footer. Voilà. Et donc, il faut faire ça, en fait, pour à la fois chaque page de votre site. Si vous avez décidé qu'en fait, votre site a, admettons, 3 pages. Hmm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là en attendant. Je vais faire un truc un peu bidon et je vais sélectionner ça. Alors, quand vous sélectionnez, par exemple, un ensemble comme ça devient en fait un composant qui va pouvoir être réutilisable. Exemple, si je fais ça, si je fais par exemple, pardon, si je fais copie et ensuite je le colle, vous voyez, alors, j'ai en fait directement ouais, fait une copie quoi. Et quand ici par exemple, vous voyez, il y a marqué frame 1, alors je peux le faire là ou là, mais on va le faire là. Quoi qu'on peut laisser en tant que ce nom-là. Puisque, et ça fait frame 2. Donc en fait, on peut dire que c'est la page 1, la page 2. Alors pourquoi j'ai fait ça avant? Parce que, bon, comme je l'avais dit avant, imaginons que ça soit votre page 1. Imaginons que ce que vous voulez de commun à toutes vos pages, c'est une navbar avec une image et un footer, mais qu'après, ici, à l'intérieur, ça change. Ben, du coup, là, dans la page 2, vous pouvez faire après, vous dites, ben, dans la page 2, nous, on veut notre section, là, enfin notre article, toutes les informations sur le voyage, par exemple. Mais là, on va noter, par exemple, ben, on va mettre section. Pareil, hein, j'invente, je mets des trucs un peu. C'est juste pour vous faire la démonstration que, en fait, vous allez devoir faire ça. Donc, si votre site a 3 pages, vous allez devoir faire 3 fois ça, 3 frames, 3 pages. Surtout si elles sont différentes. Si à la limite elles sont toutes pareilles, que vraiment elles reprennent tout à 100% les mêmes choses, vous pouvez n'en faire qu'une. Mais sinon, voilà, s'il y a des différences, il va falloir le faire pour chaque page. Mais il va aussi falloir le faire de façon responsive. C'est-à-dire que là, on a utilisé une frame pour un écran d'ordinateur, mais maintenant, il va falloir faire aussi le zoning pour l'affichage sur justement un smartphone, par exemple. Et donc, par exemple, là, vous pouvez par exemple faire ça. Et pareil, alors j'avais dit 3 pages, mais imaginons qu'on a donc 2 pages. euh, et donc on peut déjà faire une copie qu'on va coller ici. Et pareil, après, je veux dire, vous faites en fait la même chose. Euh, J'ai oublié de modifier la couleur. Voilà. Alors après, je tiens à préciser justement que quand on fait du zoning, on n'a pas de couleur ni de détail. Vraiment, vraiment, c'est vraiment pour établir les différentes zones de votre site. La navbar, autrement dit, tout ça, c'est le header. On aurait pu même faire un rectangle il y aurait marqué header.
Vous voyez? Et tout est en gris, noir, enfin des nuances de gris en fait. Il n'y a pas besoin de mettre des couleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste qu'on puisse identifier les différentes zones. Et alors là, j'ai fait un peu au pif pour vous faire la démonstration, mais il va falloir qu'en fait les dimensions soient précises et correspondent à ce qui a été établi, par exemple avec le client, ou à des choses un peu réalisables. Par exemple, là, on voit que c'est 28. Bon, régler en faisant 30, mettez déjà des chiffres ronds, des choses comme ça. Enfin, parce qu'après, en cliquant sur chaque élément, on peut régler à la fois comment il est positionné, on peut régler donc sa largeur, sa hauteur, la position X, Y, les angles, etc. Par exemple, imaginons qu'ici, j'avais voulu que ça soit avec les bords arrondis, je peux lui mettre un radius ici. Vous voyez ce que ça donne? Euh, on peut lui mettre les contraintes, régler la couleur, on peut lui dire est-ce qu'on veut, vous voyez, la différence. Il a une bordure, celui-ci a une bordure noire qui a un effet. Vous voyez, il y a un petit effet d'ombre, ce qui donne un petit effet relief. Bref, vous pouvez régler des tas de paramètres et enfin exporter. Et après, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous créez quelque chose, vous pouvez le transformer en composant qui va pouvoir être réutilisé par la suite sur d'autres pages, et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez aussi l'exporter. C'est-à-dire, vous pouvez exporter le projet en entier, juste une frame ou juste un composant. Pour l'instant, le problème n'est pas encore là. Pour l'instant, on en est à voir ce qu'est le zoning. Et donc, le zoning, c'est le fait d'établir les zones comme ça, avec des différentes nuances de gris, de le faire pour chaque page de votre site et pour tous les formats. Quand je dis, enfin tous, au moins trois. Là, j'en ai fait que deux, mais là, on aurait pu, donc c'est l'écran d'ordinateur, mais on aurait pu mettre une taille intermédiaire qui représente l'écran des tablettes et enfin un écran comme celui-ci de smartphone. Alors, bien entendu, j'ai pas terminé là, mais je vais pas le faire sinon ça va être trop long. Vous avez compris le principe. Et donc vous avez vu, c'est extrêmement facile et rapide à utiliser. Là, vous créez une frame, là, vous créez vos formes en les sélectionnant. Par exemple, on va sélectionner, là on a deux choses, on a à la fois le rectangle et le texte. En les sélectionnant comme ça les assemble et ils deviennent, en fait, ici on peut faire, vous voyez, create component. Et voilà. Et voilà ce qui se passe après. Ça devient un composant. Et vous voyez, quand on clique sur la petite flèche, ce composant, en fait, on voit qu'il détient à la fois du texte et un rectangle. Et pareil, bah, après, on peut faire copier-coller. Et donc, on n'est pas obligé, en fait, pour faire... Parce que tout à l'heure, quand j'ai fait copier-coller, vous allez dire, bah oui, bon, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout à fait. Euh, mais certains pourraient se dire bah, de tout copier un par un, d'ailleurs copier le rectangle, copier. Alors que là, en fait, on peut copier tout de suite en sélectionnant un ensemble, en faisant un component. On peut le copier dans son intégralité. Alors là, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste un cadre et un texte, mais il aurait pu y avoir plein d'autres choses, comme on le verra tout à l'heure quand on va faire les wireframes, etc. Bah, d'ailleurs, on va attaquer la partie wireframe, c'est-à-dire que la deuxième étape de votre projet, c'est-à-dire souvent, voilà comment ça se passe. Il y a une équipe, en fait, enfin, vous faites d'abord ça, et ensuite, en partant de cette base, vous allez pouvoir établir vos wireframes. Euh, De quelle manière? En fait, tout simplement, maintenant, il va falloir mettre un tout petit peu plus de détails. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, on va rajouter, vu que c'était une barre de navigation, il faut rajouter, par exemple, un logo. Alors, dans les wireframes, on va toujours pas utiliser de couleur, en fait, hein. C'est juste qu'on va détailler plus. On va mettre lien page, page 2. On va mettre page 3. Et on peut même éventuellement, alors moi j'ai mis page 2, page 3, mais on peut éventuellement mettre le nom.
des pages, celles que vous aurez décidé d'attribuer. Par exemple, si ça c'est la page d'accueil, mettre page d'accueil, alors généralement, elle est liée au logo, enfin au premier symbole. Mais par exemple, si c'est la page 3 qui est liée au, justement aux différents, quand vous cliquez sur un séjour en particulier, donc elle pourrait s'appeler séjour. Donc à ce moment-là, on pourrait le noter. Là, comme dit pour la démonstration, je vais juste noter. Donc on imagine que ça, ce sont des liens que lorsque l'on clique dessus, ça amène vers les autres pages. Après, ici, par exemple, on aurait pu faire aussi une barre on pourrait éventuellement faire une barre de recherche. Alors, on va lui modifier sa couleur. Donc, voilà, on lui met les liens, on lui dit qu'il y a une barre de recherche, ainsi de suite. On peut rajouter des choses si on veut. Bon, là, l'image, on n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit. Par contre, pour l'article, ici, on pourrait mettre, en fait, euh, remplacer article par mettre du texte, qu'il y a quand même une représentation visuelle. Donc, par exemple, vous pouvez insérer du lorem ipsum. Pareil pour le calendrier, vous pouvez en fait ici mettre une image d'un calendrier, des choses comme ça. Le footer, pareil, vous pouvez mettre les différentes choses qui apparaîtront dans le footer, par exemple les sponsors, les liens, genre nous contacter, des choses comme ça. Là, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre créer une espèce d'espace membre. L'objectif du wireframe, en fait, ça va être de vraiment là détailler, toujours rester en noir et blanc, sans s'occuper vraiment des images et de la couleur, mais vraiment plutôt dans les avant, c'était les zones, c'est-à-dire les gros éléments du site. Là, maintenant, ça va être les petits éléments, les liens, les barres de recherche, les trucs, les machins. Voilà, ça, ce sont les wireframes. Maintenant, la troisième étape, c'est de faire des mock-ups. Ce coup-ci, on va vraiment le rendre réaliste. C'est-à-dire qu'on va vraiment, là, on va insérer les images, on va mettre les couleurs. euh, ça devra vraiment ressembler au site final. Alors j'ai oublié de vous dire en fait à quoi servait tout ça. Ça sert à deux choses. Quand vous commandez quand un client vous commande un site, le temps de le faire, c'est long. Ça permet de rapidement lui créer un aperçu et de lui montrer et d'aller lui demander si ça lui convient. Parce que imaginons que vous prenez tous les renseignements avec votre client, vous dites OK, c'est bon, vous commencez à coder, vous en avez pour je sais pas combien de temps de travail, de jours, de semaines, voire de mois selon le type de site que c'est. Vous avez enfin fini, vous allez pour livrer votre produit chez le client vous dit ah non, ça va pas, ça j'aime pas et tout, et il faut tout recommencer. Ou peut-être pas tout, mais pas mal de choses. Là, ça permet de tout de suite, parce que ça, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. En peu de temps, ça s'appelle une maquette, c'est le but. Ça permet d'avoir un visuel, de voir à peu près à quoi le site va ressembler. Et ça permet en fait d'aller retourner voir le client, d'aller lui dire est-ce que ça vous convient? Et si enfin, et s'il vous dit non, ben, vous faites quelques petites modifications, pareil, vite, ça sera vite fait. Et vous allez très vite pouvoir arriver au résultat voulu et avec lequel le client sera d'accord. Et à partir de là, une fois que ça s'est fait, il sera très facile aussi, ou du moins il sera beaucoup plus facile de coder derrière, parce que vous aurez déjà un aperçu visuel, donc vous aurez plus qu'à reproduire en fait ce que vous voyez là. Donc pour, euh, pour réaliser le code après la programmation, ça sera un atout et une aide précieuse qui vous fera gagner énormément de temps. Parce que vous saurez déjà qu'est-ce qu'il faut mettre, où, quelle taille, la police qu'il faut utiliser, les couleurs, les images. En fait, vous aurez déjà fait un gros, enfin, la moitié du travail, peut-être même plus. Enfin, une grosse partie du travail, vous l'aurez fait justement en préparation en amont, ce qui fait qu'après, quand vous coderez, ça sera vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc, on en revient aux mock-up. Donc, dans les mock-up, pour vous donner un exemple, donc voici un mock-up que j'avais réalisé pour un site fictif. Donc, c'était par exemple pour une agence de voyage. Euh, et donc, vous voyez, nous avons ici notre header avec notre image de fond, notre barre de navigation, avec le logo et le nom du site, de l'entreprise, de l'agence de voyage, Sun Travel, avec les différentes. Alors là, bon, pour le coup, j'avais pas fini. Euh,
Et donc, vous voyez, il y a marqué blablabla, enfin, là c'est encore différent. Mais là, on a commencé à mettre vraiment les couleurs, les vrais noms. euh. Alors, je tiens à préciser, là, c'est un truc que j'ai fait, c'est pas un vrai site, c'est une simulation. C'était pour un exercice, et donc, voilà, je l'ai pas fait euh, vraiment à 100% correctement. C'est très, 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 très brouillon. Il y a rien qui est correct. Mais c'est pour que je vous montre en fait, pour que vous ayez une idée de quoi c'est un mock-up. C'est une représentation fidèle du site final. Voilà, tout simplement. C'est toujours pareil, hein. On toujours fait en fait avec Figma, hein. Je veux dire, toujours fait de cette manière, en maquette. Pour insérer des images ou des choses comme ça, ou des fichiers si vous avez besoin oui, de photos, de choses comme ça, ou de petits symboles, trucs comme ça. En fait, vous allez dans Files tout simplement. File, Place Image. Ouais, vous pouvez choisir des images. Donc par exemple, bah justement, on va faire image. On va toujours prendre la même en fait. Vous voyez, j'ai pris une image par exemple. Alors, bien entendu, hein, ça n'a rien à voir. On avait prévu de mettre un calendrier. C'est pas du tout un calendrier. Mais c'est pour vous montrer en fait juste qu'on peut insérer des fichiers extérieurs, des photos, des images, tout ce qu'on veut, et les placer simplement dans votre projet, leur régler leurs dimensions, etc. Pareil d'ailleurs pour ça, on peut aussi régler le radius. Maintenant, on va faire le prototype. On va faire un effort d'imagination et on va imaginer que nous avons là une mock-up. Dans ces cas-là, il va falloir faire ici prototype et on va pouvoir créer des collections. Donc, select a frame or un objet in frame. Alors, par exemple, justement, on va sélectionner ça. Et vous voyez, en faisant plus, on va pouvoir le lier à notre page. Et donc, pour avoir un ensemble qu'on y voit plus clair, on va faire comme ça carrément. Oui, après, ça n'a pas vraiment d'importance. En gros, ça va être pour signaler, pour que le développeur comprenne que ce bouton va correspondre, lorsqu'on clique dessus, à l'affichage de cette page. Et donc, après, lorsqu'on fait running, si on fait play, qui va charger, et donc on a notre page, et si on clique dessus, hop, vous voyez, il nous affiche la deuxième page. Alors, bien entendu, comme je n'ai rien fait d'autre, on ne peut pas retourner en arrière pour l'instant, mais justement, c'est ça, ça va être l'objectif. Et donc, en fait, on faudra le faire, bien sûr, bon, pour tous les éléments du site, quoi. Que lorsqu'on clique dessus, vers quoi ça amène. Alors là, en l'occurrence, ça amenait vers une autre page, mais ça aurait très bien pu être une fonctionnalité ou une modification. Ça pourrait même être sur la même page. Exemple, on pourrait supposer que lorsque l'on... Hum, hum. Ou par exemple, admettons que dans le footer, il y a un lien de contact, c'est-à-dire un numéro de téléphone. Lorsqu'on clique dessus, bah, ça appelle. On pourrait, par exemple, pareil, rajouter. Alors, on imagine que c'est là où il y a marqué footer, hein. On fait ça et après on peut alors, il n'y a pas d'autre liaison. Il faut d'abord créer. Alors, ça peut être par exemple un rectangle. Ça peut être une fiche où on va juste indiquer en fait dessus ce que ça fait. Par exemple, que ça appelle euh, l'entreprise. Voilà, j'ai fait un truc un peu rond, enfin bref. Et donc en fait, quand on peut imaginer, on peut faire ça. Voilà, ah non, prototype, pardon. Ça fait ça. Mais par contre, je comprends pas pourquoi. Euh, Ah, c'est parce que, oui, pardon, c'est parce que c'est pas une frame. J'ai oublié de faire. Et c'était ça qu'il fallait que je fasse. M3 et on va foutre ça dedans. Voilà. Et on va faire alors à ce moment-là ici. C'est pour en fait indiquer vraiment à ceux qui vont coder qu'est-ce que chaque partie du site va faire.
à quoi elle correspond. Ça, lui montrer que ça, c'est un lien vers la page 2, que ça va être un lien vers le compte pour les contacts de l'entreprise, que ça va permettre de, je sais pas, changer une photo, et ainsi de suite. Et donc, un prototype, c'est ça, c'est à la fois faire les liens, et ensuite, quand on va faire play, ça va simuler, en fait. Il va nous recréer notre site. Alors, bien entendu, je vous rappelle, là, je l'ai laissé en mode wireframe, mais il faut se l'imaginer en mode mock-up, autrement dit en version réaliste. Il faut s'imaginer vraiment que ça ressemble à notre site et en fait, on peut le tester, quoi. On va pouvoir tester toutes les fonctionnalités. Voilà. Et donc, en gros, le prototype sert à rendre le site interactif pour tester les fonctionnalités. Ça permet de aussi, pareil, une fois de plus, d'aller montrer aux clients comment les choses ont fonctionné, de vérifier si c'est facile d'utiliser. Parce qu'après, on peut le faire tester, par exemple, vous pouvez le créer, vous, votre prototype, et le faire tester par un total inconnu pour voir s'il va trouver, s'il va réussir à faire fonctionner, à se rendre là où il faut, et surtout, lui demander après qu'est-ce qu'il en pense. Comment a été sa navigation sur le site? Est-ce qu'il s'y retrouvait facilement? Est-ce que les choses qu'il proposait, ça correspondait à ses attentes? Et ainsi de suite. Donc voilà, je répète, je fais un résumé de cette vidéo, de ce cours, c'est qu'on fait de la préparation en amont avant de coder, et c'est la partie maquettage. On fait des maquettes qui servent en fait à avoir un aperçu réaliste du site final en très peu de temps, sans avoir besoin de coder, juste oui, en maniant Figma. Euh, donc ça permet à la fois pour soi-même, pour le développeur, de d'avoir un aperçu et donc de pouvoir plus facilement coder après, mais ça permet aussi de montrer au client tout de suite, de lui montrer, de lui demander si ça lui convient avant de commencer à coder. Donc c'est très important de faire tout ça. Et donc, nous avons fait notre prototype et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce cours. Si ça vous a plu, faites comme d'hab, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater la suite des cours. Je rappelle que ces vidéos, si vous tombez dessus directement sur YouTube, font en réalité partie d'une formation que je vends qui est accompagnée en fait bien sûr de cours écrits et que ces vidéos sont juste euh, ne traitent pas le sujet en intégralité. Elles font juste une démonstration pour aider à mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Mais sachez que les cours écrits sont beaucoup plus complets, qu'il y a beaucoup plus de choses à voir et à savoir, que je ne dis pas tout dans cette vidéo, car ça serait trop long, et que de toute manière, c'est à vous, en force de pratiquer, que vous finirez par maîtriser l'outil. Donc voilà. Dans le prochain cours, nous allons voir comment utiliser un CMS et notamment le CMS WordPress, qui est un outil pour créer des sites extrêmement rapidement et facilement sans vraiment avoir besoin de coder d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.